Dimanche 29 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le renforcement de la relation diplomatique, la solidarité des pays de l'océan Indien face au changement climatique, Madagascar qui réitère sa volonté d'accueillir le sommet des chefs d'État au sein de la Commission de l'océan Indien au Séoui. Ce sont les points qui ont été discutés lors de la rencontre entre le président Andry Rajoelina et le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth en fin d'après-midi aujourd'hui au Saint Suites Resort and Spa à Maurice. Reportage de Rose Christelle Rakoutmalal et Andorra Zanjaïbe. Le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth a répondu à l'invitation du président Andry Rajoelina à participer au 5e sommet de l'océan Indien qui est prévu se tenir à Nusse Bay en début 2025 s'il est réélu. En effet, les Mauriciens sont en période électorale actuellement. Rappelons que le président français Emmanuel Macron a également accepté cette invitation faite à Paris lors des derniers Jeux olympiques. Le thème choisi par Madagascar pour ce sommet est la sécurité alimentaire et la souveraineté de l'océan Indien. C'est une grande opportunité pour le pays d'accueillir ce sommet car cela favorisera le secteur du tourisme, notamment à Nusse Bay, et permettra au pays de se démarquer sur la scène internationale et en particulier sur la scène régionale et sur la scène africaine. Nous avons récemment reçu l'Africa 50. En outre, le président Andry Rajoelina dirigera la SADC l'année prochaine. Nous accueillerons également le sommet de la SADC l'année prochaine. Lors de la rencontre amicale entre le président Andry Rajoelina et le Premier ministre mauricien au SANS, la question de la sécurité maritime a également été abordée afin de prévenir les trafics des richesses nationales et des drogues, la lutte contre la piraterie et la sécurité alimentaire. L'élection du président de la Commission de l'Union africaine a également été évoquée. Maurice et Madagascar ont chacun des candidats. Revenons à présent au pays. Le 29 septembre, un jour à marquer pour les parachutistes du monde entier, car c'est le jour de Saint-Michel qui est le saint patron des parachutistes. Madagascar en particulier possède 2 groupements de parachutistes, à savoir le 1er bataillon de parachutistes au sein de l'armée malagasy et les Scapara au sein de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, ils ont célébré la journée de Saint-Michel au camp général Monibou Ismaël, le camp du 1er bataillon de parachutistes à Ivat. Reportage signé Anienne Martina et Yves Janel. C'est à travers un culte religieux qu'a débuté la célébration de la journée de Saint-Michel aujourd'hui 29 septembre au camp général Monibou Ismaël à Ivat. Saint-Michel est le saint patron des parachutistes dans le monde. Et les parachutistes malagasy n'ont pas été oubliés pour l'occasion. Madagascar possède 2 groupements de parachutistes, à savoir le 1er bataillon de parachutistes d'Ivat au sein de l'armée de terre et les Scapara de la gendarmerie nationale au sein de la FIJN. Les parachutistes ont une mission dans la mise en place de la sécurité du fait de leurs compétences. Ils doivent effectuer des missions particulières en tant que force d'intervention et possèdent des militaires qui peuvent sauter en parachute dans les endroits difficiles d'accès. Durant la cérémonie de célébration de la journée de Saint-Michel aujourd'hui, il y a eu la remise de trophées durant la compétition sportive Tournoi Saint-Michel. En honoré de leur présence cet événement, le ministre des Forces armées, le général Saïvé Lalamunda Delphin, et le ministre délégué en charge de la gendarmerie nationale, le général Andra Koutenjazak. Dans les actualités sociales, le Foukontane d'Amboucharab bénéficie de l'eau apportée par camion-citerne pour solutionner provisoirement le problème d'approvisionnement. Le but de cette coopération entre la société Jirama et le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène est que la population puisse bénéficier de l'eau le plus rapidement possible en attendant les solutions à moyen et long terme en matière de fourniture d'eau. Reportage avec Miervolatsferen et Bras Danielson. Cela fait 3 jours que les habitants du Foukontane d'Amboucharab n'ont pas d'eau. Comme dans les autres zones de la capitale, la surpopulation, la vétusté des infrastructures, que ce soit dans la production que la distribution, mais aussi la détérioration des conduites d'eau en général, sont les raisons de la pénurie de l'eau dans la capitale. En effet, 100 millions de litres d'eau sont perdus quotidiennement dans la capitale à cause de cette situation. L'État a trouvé comme solution à travers la société Jirama de renforcer la distribution de l'eau par camion-citerne, notamment dans les endroits qui ont le plus de difficultés à avoir de l'eau. C'est notamment le cas du Foukontane d'Amboucharab. Le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Lalena Anjiana Melassou,
est venu voir de près cet approvisionnement d'eau par camion-citerne. Outre la distribution de l'eau et le remplissage des bonbonnes dans les endroits qui ont des difficultés à avoir de l'eau, l'installation de 10 unités de traitement containerisées ou UCT dans la capitale et ses environs sera également effectuée. Ces UCT, qui envoient directement l'eau traitée, est devenue potable au niveau de réseau de la Jirama. Ce sont des solutions provisoires, mais l'État est en cours de mise en œuvre des solutions à moyen et long terme, notamment les 35 forages dans le centre-ville, à Varajan, à Tsimjan et à Bujachim. Ces forages sont déjà en cours et fournissent 20 mètres cubes d'eau par jour. De ce fait, l'État, à travers le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et la Jirama, cherche des solutions jour et nuit pour solutionner les problèmes de l'eau dans la capitale et appelle tout un chacun à rester calme, mais surtout de ne pas verser dans des actes de vandalisme. Pour un Boujarab, par exemple, le bonbonne qui a été installé a subi des dégradations réalisées par quelques individus. Les organisations paysannes constituent un outil efficace pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Une stratégie commune est en cours pour améliorer les méthodes de travail, a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage durant la célébration du 35e anniversaire de la FIFATA hier à Tivachenka ou Antirabé. Le gouvernement soutient les producteurs familiaux à travers tous les systèmes existants. Ainsi, le ministre a appelé les agriculteurs à intégrer les associations pour bénéficier de tous les avantages et encadrements en matière de production. Le point avec Cécile Vin, Anienne Martina et Sechenjenap. Pour développer le pays, il faut soutenir les agriculteurs. C'est l'un des slogans de l'Association pour le développement des agriculteurs, au FIFATA. L'État soutient et adhère à ce concept, a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Les agriculteurs familiaux, comme ceux membres de la FIFATA, fournissent 80% de la nourriture que nous voyons sur le marché. C'est pourquoi ils sont la clé pour atteindre l'autosuffisance alimentaire à Madagascar, selon les explications. La FIFATA, à sa création en 1989, avait 200 membres. Ils sont aujourd'hui 369 500 agriculteurs familiaux qui composent l'organisation répartie dans 12 régions de Madagascar. La FIFATA œuvre pour améliorer les conditions de vie et les activités de production des agriculteurs, notamment à travers les projets comme la CAP ou la Proposition centrale des producteurs, la FECAMA ou la Fédération des lycées agricoles pour la formation des enfants d'agriculteurs, ainsi que le CEFEL pour la recherche, le CIF pour la propriété. La FIFATA résout les problèmes existants et représente les agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a ainsi appelé les producteurs familiaux à intégrer à ce type d'organisation pour bénéficier d'un accompagnement multiforme. La célébration du 35e anniversaire de la FIFATA s'est terminée hier à son siège à Tivachenka, Antirabé. Plus de 3000 agriculteurs ont assisté à la célébration. Lors de cet événement, des ateliers et des séances de conférences, des marches agroécologiques et de nombreuses autres activités culturelles ont été organisées. Restons toujours dans cette page sociale. Jusqu'à 575 femmes perdent la vie à cause d'avortements clandestins à Madagascar en un an, selon les résultats d'une enquête menée par des groupes de journalistes. Il y a aussi 75 000 cas d'avortements illégaux en un an dans notre pays. Il s'agit d'une situation qui ne doit pas être ignorée, mais qui doit être prise en compte selon ce qu'a annoncé hier le NIFNAKANG lors de la présentation des résultats de l'enquête menée par les journalistes et les médecins, également inclus dans la célébration de la journée internationale de l'avortement sécurisé. Les détails avec Anienne Martina sur les images de Darangenso. L'interruption de grossesse, pour quelque raison que ce soit, est punie par la loi à Madagascar. Cela peut entraîner 2 ans de prison pour la femme et jusqu'à 10 ans de prison pour le médecin ou toute autre personne ayant pratiqué l'avortement. Résultat, les avortements clandestins se multiplient dans notre pays selon l'enquête menée par des journalistes et des médecins au sein de l'association NIFNAKANG. Selon l'étude, 75 000 avortements illégaux sont effectués par an et 575 femmes y perdent la vie. Par ailleurs, le nombre de cas de complications dues à l'avortement que reçoit l'hôpital de la région de Vaknakaj est passé à 327 par an. Il est donc important que la protection de ces femmes commence par un changement de la loi. Il y a déjà eu une proposition concernant l'interruption de grossesse pour raison de santé auparavant. L'association l'a amendée, c'est pourquoi elle a annoncé hier qu'elle sera soumise à l'Assemblée nationale.
Cette organisation a profité de l'occasion hier 28 septembre, journée internationale de l'avortement sécurisé, pour présenter les résultats de son enquête à Madagascar, à Souarane. Page fait divers, une mère de famille de 65 ans a été retrouvée morte au bord de la rivière d'Imamba dans le Fouktani d'Amboipin, la commune d'Ankatkéli Ilaf. Selon les informations, il s'agit d'une vendeuse de vêtements ambulants. Son visage comportait des blessures si toutes ses affaires étaient encore sur elle. Précision d'Aniana Martina. Aujourd'hui, vers 8 heures, les habitants des environs ont vu ce corps sans vie au bord de la rivière d'Imambre, dans le Fouktan Amboipant, commune Ankatkéli Ilaf. Après que les habitants aient informé les autorités, ces dernières ont constaté le décès. C'était une mère de famille de 65 ans, dont les circonstances de la mort sont encore inconnues. Néanmoins, son visage comporte des blessures alors que toutes ses affaires étaient encore sur elle. Selon toujours les informations, cette mère de famille était une vendeuse de vêtements et de chaussures ambulante. L'enquête est toujours ouverte concernant cette affaire. Restons toujours dans cette page fait divers. La démolition des maisons sur le terrain d'un Kadiev ou bypass a été suspendue par la justice. Néanmoins, la population est toujours inquiète, même si l'affaire est en cours d'examen au niveau de la justice. Pour rappel, il s'agit de 12 hectares de terrain qui seraient tombés entre les mains d'une grande entreprise de façon illégale, selon les explications rapportées par Andonienne Martina Enzara Ranjiansou dans un reportage. Cette grande maison dans ce Foukuntan d'Akadiev Bypass est complètement démolie suite à l'application d'une décision de justice demandée par une grande société qui prétend être propriétaire du terrain. L'huissier est descendu sur les lieux lundi dernier pour appliquer la décision de la justice alors que les habitants, des héritiers et propriétaires du terrain avaient déjà effectué un recours contre l'application de cette décision. Hier, les habitants avaient tenu une manifestation pour renforcer leurs demandes. Ces derniers qui réitèrent qu'ils ont en leur possession des documents légaux du terrain, mais qui ont été rejetés. Environ 30 maisons sont construites sur ce terrain de 12 hectares à Ankadiev Bypass, objet du litige. Un réseau serait derrière la vente de leur terrain. Les habitants ont déclaré vouloir protéger leur propriété coûte que coûte et demandent à ce que l'on voie de près leur situation. Parlant accent social, à Touamasne, la commune urbaine justement de Touamasne a pris en charge le paiement d'un mois de salaire des enseignants femmes de l'EPP Canada. Cela a été fait dans le but de les soutenir dans leur activité, affirme le maire. Pour motiver les enfants à ne pas abandonner l'école, 30 élèves au sein de l'EPP ont reçu des certificats de mérite de la part de la commune urbaine de Touamasne et de ses partenaires. Le point avec Aniana Martina. La commune urbaine de Touamasne met en priorité le secteur de l'éducation, réitère le maire. Une priorité qui s'inscrit totalement dans les défis de l'État. C'est au tour de l'école primaire publique Canada de bénéficier des aides venant de la commune et de ses partenaires. Des appuis matériels pour les 30 élèves qui ont obtenu les meilleures notes. Cela a été fait afin de motiver les parents à scolariser leurs enfants et d'éviter l'abandon scolaire, selon toujours le maire de la CUT. Dans la foulée, le maire a pris en charge le paiement d'un mois de salaire des enseignants FRAM au sein de l'EPP. Et toujours dans cette optique, la commune urbaine de Touamasne a pris en charge la peinture extérieure de l'EPP pour un montant d'1 million d'ariars. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Parlons de la situation entre l'Iran et l'Israël. Toujours, la capitale libanaise reste la cible de bombardements par l'armée israélienne, notamment la banlieue sud du fief de Hezbollah. Les habitants racontent le survol incessant des drones israéliens, tandis que dans les supermarchés, la peur de pénurie se répand. Les précisions de correspondants de France 24 à Beyrouth. Un calme très précaire règne dans la banlieue sud de Beyrouth dimanche. Le dernier bombardement s'est produit peu avant 15 heures heure locale. Et bien, selon les médias locaux qui citent des sources israéliennes, la cible de cette frappe serait Abu Ali Rida, un chef militaire du Hezbollah qui aurait récemment été nommé à la tête de la puissante force Radouane,
l'unité d'élite du Hezbollah, qui a perdu son ex-chef Ibrahim Akil dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth également, mais donc c'était le 20 septembre dernier. Pour l'heure, eh bien, aucun bilan n'a été établi en ce qui concerne cette dernière frappe sur la banlieue sud. Par ailleurs, Nabia, eh bien, un drone de reconnaissance a survolé la banlieue sud et ses environs pendant presque toute la journée, mais aussi toute la nuit. Un calvaire pour la population qui peine à s'endormir en raison du bourdonnement bruyant des drones. Un bruit qui ronge le crâne, me disait encore ce matin une collègue journaliste qui habite à Hadas. C'est une localité située eh bien, aux portes de la banlieue sud. Les habitants de Beyrouth et de plusieurs régions côtières ont profité ce dimanche du calme précaire qui régnait jusqu'à la mi-journée dans le centre du pays pour faire leurs courses. Vous savez, les supérettes et les grandes surfaces ont été pris d'assaut par la population. Je me trouvais encore ce midi dans l'un des supermarchés de la capitale où j'ai pu constater l'angoisse et la peur des gens quant à donc de possibles pénuries, par exemple, de pain, de viande ou d'autres produits alimentaires de première nécessité. De longues files d'attente ont aussi été observées dans plusieurs autres commerces de la capitale où, eh bien, selon certains témoignages, ils ont dû attendre, les gens ont dû attendre ou patienter pendant plus de 20 minutes avant de passer à la caisse. Les habitants des zones bombardées dans la Beka et le sud du Liban demeurent pour la plupart confinés chez eux. Eh bien, ce dimanche, d'intenses frappes meurtrières ont notamment été signalées sur plusieurs secteurs de la vallée de la Beka, eh bien, notamment dans les régions situées non loin de Baalbek, la ville Soleil, un autre bastion du Hezbollah, et au sud du Liban, près de la frontière, une dizaine de localités ont été bombardées, notamment dans les casas de Bent Jbeil, Tyr et Nabati. Aussi, si vous me permettez, un dernier mot pour vous dire, Nabia, que le corps d'Hassan Nasrallah aurait été extrait des décombres du QG du Hezbollah en ruine, selon des sources citées par les médias locaux. Une vingtaine de hauts responsables du Hezbollah auraient péri avec Nasrallah vendredi, selon Israël. Merci beaucoup, Serge. Merci pour toutes ces précisions depuis Beyrouth. Et puis... Toujours au niveau de cette situation entre le Liban et Israël, la mort de Hassan Nasrallah, tué hier par l'Israël, laisse vacant le poste de chef du Hezbollah libanais. Il pourrait être remplacé par son cousin Hassem Safieddine, figure imminente de la milice chiite et fervent ennemi de l'État hébreu. France 24. Il est reconnaissable par son turban noir des Saïed, les descendants du prophète Mahomet, comme celui que portait Hassan Nasrallah. Voici Hachem Safieddine, son cousin et potentiel successeur, une figure éminente du Hezbollah libanais. C'est un habitué des événements politiques et religieux du parti qui voue une haine viscérale aux dirigeants israéliens. Sa dernière apparition publique, le 18 septembre dernier, lors des funérailles d'un commandant de la milice tué par Israël. Cette agression causera inévitablement une punition. Nous préparons la riposte, la punition viendra, si Dieu le veut. Né en 1964 dans le sud du Liban, Hachem Safieddine a suivi un cursus religieux en Iran, pays dont il est très proche avec sa famille. Son fils est marié à la fille du défunt général iranien Qassem Soleimani. Membre important du Conseil de la Choura, la plus haute instance du Hezbollah, Safieddine est un visage connu des États-Unis qui l'ont désigné comme terroriste en 2017. En attendant sa probable nomination à la tête du Hezbollah, c'est Naïm Qassem, l'actuel numéro 2 du mouvement, qui devrait prendre la relève. Et justement, cette mort de Hassan Nasrallah a suscité de multiples réactions à l'international. Si le président américain Joe Biden a salué la mort du leader du Hezbollah, le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a qualifié l'acte d'assassinat politique, tandis que l'Arabie saoudite pointe le risque d'escalade. Les précisions toujours avec France 24. Des réactions nombreuses et contrastées à l'international après la mort de Hassan Nasrallah, tué par l'armée israélienne. Dans un communiqué, le président américain a lui salué la mort du chef du Hezbollah. Sa mort lors d'une frappe aérienne israélienne est une mesure de justice pour ses nombreuses victimes, dont des milliers d'Américains,
d'Israéliens et de civils libanais. Une déclaration américaine qui a fait réagir le ministre des Affaires étrangères russe depuis les Nations Unies. La Russie, alliée de l'Iran, a fermement condamné l'assassinat. Ce qui s'est passé hier à Beyrouth est un nouvel assassinat politique. Et j'ai entendu dire que le président Biden a déclaré que c'était la bonne décision. Leur point de vue diffère du nôtre en ce qui concerne le comportement à adopter dans un conflit. Le royaume saoudien déplore, lui, l'escalade israélienne et appelle à un cessez-le-feu. Cette escalade n'aura aucun effet positif sur quelque partie que ce soit. Elle risque également d'avoir des répercussions négatives sur l'ensemble de la région. C'est pourquoi nous réaffirmons qu'il est nécessaire de préserver la stabilité du Liban et de respecter sa souveraineté. Une situation qui pousse les États-Unis et plusieurs États européens à appeler leurs derniers ressortissants à quitter le Liban, comme l'Espagne, le Portugal ou l'Italie. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre le film True Lies. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.